dans cette vidéo-là, dans ce cours, on va faire un petit peu le traitement et l'accès aux bases de données MySQL avec PHP. Alors, nous avons une table dans une base de données sur laquelle on a mis en place un code PHP qui nous permet d'afficher les données. De cette table-là, de faire une recherche par exemple, si je fais RE par exemple, là il me met Reda, et si je reviens, je fais par exemple Samir, là il me donne que les données qui sont Samir. Cette recherche-là s'effectuera sur l'ensemble des colonnes en cherchant la partie de chaîne de caractères qui est écrite ici dans la zone de recherche et qui m'affiche la liste correspondant à cette recherche. D'un autre côté, je peux créer un nouveau employé par exemple, je clique sur ce bouton-là. Il me donne un formulaire de saisie dans lequel je vais mettre un nom. Je vais mettre un nom. Slimani par exemple. Slimani Mohamed. Il est né, je vais mettre une date n'importe laquelle avec un email ici. Mani @gmail par exemple .com. Je vais mettre un numéro de téléphone 06 45 67 68 et je vais enregistrer cette donnée là et je retrouve monsieur Slimani qui est là. Alors, dans la vidéo précédente, je vous conseille d'aller voir, on avait vu un petit peu comment travailler en programmation orientée objet. Ça veut dire qu'à partir d'un formulaire, on avait créé la classe, une classe personne, et on l'avait remplie. On avait affiché ces données dans cette classe-là. Et cette fois-là, je vais réutiliser mon code que j'avais vu dans la vidéo, je vais en parler tout à l'heure. Et je remplirai la ligne à partir de ce formulaire-là. Je remplirai un objet personne et je vais l'ajouter dans la table personne dans ma base de données. Allons voir notre base de données. Alors moi j'utilise ce logiciel-là avec PHP. Comment il s'appelle déjà? MySQL Workbench. D'accord? Dans lequel, moi je ne vais pas revenir sur la création de bases de données et ainsi de suite, vous pouvez la faire avec SQL. L'essentiel c'est que moi j'ai une base de données qui s'appelle GCOM, j'ai une table qui s'appelle personne et j'ai un ensemble de colonnes qui est ID personne, nom, prénom, date de naissance, email, téléphone et indicatif. Et j'avais préparé ma classe qui pourra supporter ces données-là, que je remplirai à partir de mon formulaire et avec laquelle je vais faire un insert into cette table et j'ajouterai cette ligne. Alors on va commencer par ce formulaire-là, comment j'arriverai à ajouter des données-là, ces données-là, à partir de ce formulaire et de l'ajouter dans une table en vérifiant un petit peu la valeur de l'identifiant qui ne devrait pas se répéter pour ne pas avoir un retour d'exception SQL. Bien. Alors moi, je vais voir. Alors ça, c'est un formulaire HTML qui va envoyer des données à un fichier .php. Comment je peux faire ça? Regardez. Je vais aller voir mon fichier HTML. Il est là. Alors, si vous avez suivi les autres vidéos dans la playlist de Bootstrap SCSS, on avait téléchargé ce fichier-là, Bootstrap, et on l'avait réutilisé pour avoir une mise en forme de ce formulaire correcte. Alors moi, je ne vais pas tarder sur ça. Si vous voulez faire ça, vous pouvez toujours retenir ce... De toute façon, vous aurez le code de la page HTML
pour le formulaire, de fichiers qui traitent les données, fichier PHP, et de fichiers qui affichent les données aussi sur les commentaires de la vidéo. Alors pour moi, ce qui m'intéresse, c'est ce formulaire-là. Je viens de créer un formulaire. Ici, je viens, regardez, ça c'est des attributs que vous donnez à votre formulaire. Regardez, là, pour utiliser le Bootstrap pour avoir un design correct. L'essentiel pour moi, c'est que lorsque je crée un formulaire et je fais l'attribut action est égal, et je fais un chemin ici, action, un chemin du fichier PHP qui va traiter ces données. Le deuxième attribut auquel il faut faire attention, c'est la méthode. L'attribut méthode est égal à post, c'est la méthode d'envoi de données du formulaire vers ce fichier PHP. Parce qu'on avait dit dans la vidéo précédente, on avait dit qu'on avait deux modes d'envoi de données. Le premier c'est post, le deuxième c'est get. Le post, il envoie les données sans que vous arriviez à les voir dans le lien, l'URL, et le get, vous arrivez à voir les valeurs des variables et leur contenu. Moi, je préfère la méthode post. Après, j'ai créé un label, j'ai créé un texte, un label, un texte, un label, un texte, et j'ai créé un input de type date pour la date de naissance, un input de type email pour l'email. Vous devriez savoir un petit peu à ce stade-là toutes les balises d'un formulaire HTML. Et pour le téléphone, j'ai mis un number pour éviter qu'il m'écrive des lettres. Le type number et vous permet de faire un petit contrôle sur la saisie. Et le bouton submit, d'accord, qui s'appelle BTN ajouté, avec un ID BTN ajouté et une valeur ajoutée. Alors, je vais utiliser ces names là tout à l'heure. Voilà mon formulaire, il est terminé. Il n'y a que des objets avec un bouton submit et dans forme un attribut action qui contient le chemin vers le fichier de traitement de données qui est tp2-po.php et la méthode qui est égale à post. Mais allons voir ce que fait ce fichier-là auquel on envoie ces données. Je vais y aller. C'est celui-là. Alors dans ce fichier, qu'est-ce que j'ai fait? Dans ce fichier, j'ai créé une classe personne. Alors, pour créer, ça on l'a vu dans la vidéo précédente, mais je vais faire un petit rappel. Pour créer une classe, travailler en orienté objet avec PHP, je fais classe, je fais le nom de la classe qui s'appelle personne et je mets les propriétés ici. Alors j'ai une des personnes avec un dollar avant, le nom, le prénom, la date de naissance, l'email, le téléphone et l'indicatif. Remarquez qu'en PHP on met pas de type de données au préalable. Et après, je vais commencer à accéder à ces données-là avec des getters et des setters et de faire des petits contrôles pour que je puisse avoir des valeurs qui sont correctes. Alors pour le setID, j'ai créé, de toute façon les getters et les setters ce sont des fonctions. Pour créer un getter, je fais function, je l'ai appelé setID, je lui ai donné un paramètre qui s'appelle $id, et pour lui dire que l'attribut, cet attribut-là, ID personne, tu vas mettre cette valeur-là, je mets this, $this, ça veut dire la classe elle-même, -6 supérieur, je lui donne la valeur de la propriété est égale la valeur du paramètre de cette fonction. Pour le getter, je fais function getID et là c'est une fonction qui me retourne une valeur, je fais return et toujours this-6 supérieur flèche en fait ID personne. Celle-là elle met la valeur dans l'attribut
et celle-là, il me retourne l'attribut. Ça, c'est un getter et un setter le plus simple possible. Ça veut dire que je prends la valeur, je la mets dans l'attribut, et je prends l'attribut et je le retourne. La valeur de l'attribut, je la retourne. Pour le nom, j'ai un peu perfectionné la chose. Si je veux, regardez, si je veux faire un setter pour le nom, j'ai mis le nom de en fait, la valeur de la variable, du paramètre, et je l'ai mis dans l'attribut nom. Par contre, lorsque je vais retourner le getter, lorsque je vais retourner en fait le nom, l'attribut qui est this flèche nom, et je le mets dans ma petite variable str to upper qui me remet tout ce qui est dans cette adresse et le met en majuscule. Moi, je voudrais que mes noms s'affichent en majuscule, qu'ils soient écrits en minuscule ou en majuscule. Au moment où je vais les afficher, je les affiche en majuscule. Pour le prénom, je vais m'amuser un peu. Dans le setter, je vais mettre un setter normal. Et dans le getter, je vais retourner, peu importe comment il est écrit mon prénom, je vais mettre la première lettre de ce prénom en majuscule et ce qui reste de ce prénom, je le mets en minuscule. Alors, pour le faire, regardez, dans mon setter, je prends et je mets la valeur directe, mais dans mon getter, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon prénom et je l'ai mis en minuscule. Ça veut dire, peu importe ce qui est dedans, je mets tout en minuscule. Ça veut dire, la fonction ici, c'est str to lower. Il me remet le prénom en minuscule. Et après, j'applique à tout ça, j'applique la fonction UC, ça veut dire UC first, et là, il prend la première lettre de ce qui a été retourné ici, et il me le met en majuscule. La date de naissance, je lui dis, dans l'attribut date de naissance, ce paramètre-là, qui est date n, il va me le mettre sous format jour, mois, année. Alors la syntaxe pour le faire, je fais date type, create from format, et je prends le paramètre qui va me venir en YMD, ça veut dire year, month, day, et il le met en format day, month, year, en jour, mois, année. Alors c'est une syntaxe que j'ai cherchée, elle marche. D'accord? Donc vous aurez le code et vous pouvez toujours le voir à tête reposée. La fonction getDate, tout simplement, et return, il fait un return de la date, puisque à l'insertion, je l'ai un peu formaté en jour, mois, année. Bien. L'email. Pour l'email, j'ai ajouté une fonction qui me dit est-ce que l'email est correct ou non. D'accord? Et je l'ai réutilisé dans le setter. Je ne peux pas insérer un email qui n'est pas correct. Je me suis dit, je vais m'amuser à faire ça. Alors regardez, dans la fonction setEmail, je lui donne un paramètre ici qui est $email. Et je lui dis if this.verifMail, cette valeur-là est égale à true. Alors ça, c'est une fonction que j'ai créée moi-même. Si elle est correcte, dans l'email, je mets ça. Dans le getter, il retourne que l'email. Mais allons voir ce verifMail avant de partir sur autre chose. Alors dans cette fonction verifMail, c'est toujours une fonction qui appartient, c'est une méthode qui appartient à la classe elle-même, ça veut dire que je suis en train d'utiliser la fonction en interne. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette fonction-là? Dans verifMail, je lui ai donné un paramètre $mail et j'ai fait la chose suivante. J'ai créé une chaîne de caractères qui s'appelle car spécial, dans laquelle j'ai mis l'ensemble des caractères spéciaux qui seront interdits au niveau de mon email. 2. Dans un tableau, j'ai créé un tableau ici,
Alors pourquoi j'ai créé deux tableaux avec la méthode str split? Lorsque je fais $tc est égal à str-8 split de cette variable-là, il va me prendre caractère par caractère, il va me créer dans un tableau. Pour toi, deux tableaux, je peux les manipuler avec des boutons forts et je n'ai aucun souci pour chercher dans l'un ou dans l'autre. Dans tm, j'ai fait un split de la variable email. Je le laisse tranquille pour le moment. Après, qu'est-ce que je lui ai dit? Toutes les choses qui seront interdites, je vais les mettre dans ce if-là. 1. Il ne faut pas que l'arrobas soit au début de l'email. Cette fonction-là, il me retourne str pose, je lui donne la grande chaîne, virgule, la chaîne recherchée. Il me retourne la position du premier arrobas à partir de la gauche. Alors, s'il me retourne 0, ça veut dire qu'il est au début de l'email. Ça, c'est le OR. La deuxième condition, OR. Si l'email, il commence par un point, il serait interdit. Si il est à la dernière position, ça veut dire, alors regardez, il y a la fonction str pose. Alors tout ça, on l'a vu dans la vidéo précédente, mais je reviens dessus. La fonction str pose, elle me retourne la position en commençant par la droite, mais elle tente à partir de la gauche. Ça veut dire que si cette position-là est égale à la longueur de l'email moins 1, puisqu'elle commence toujours la position à 0, là, ça veut dire que l'email, il est à la dernière position. Maintenant, ici, je vais chercher, est-ce que mon email, il contient plusieurs arrobas? Pour faire ça, c'est sub str count du mail arrobas, il me retourne le nombre d'arrobas dans l'email. S'il est supérieur à 1, ça veut dire qu'il y a un problème. Sub str, celle-là, qu'est-ce qu'il dit? S'il est égal à 0, sub str-count de arrobas dans l'email est égal à 0, ça veut dire que mon email ne contient pas d'arrobas. Là aussi, je dois refuser. Ici, str pose, de ça, ça veut dire est égal à str lan, qui est la longueur de l'email moins 1, ça veut dire que si j'ai un email, là où il y a un point à la fin de l'email. Ça aussi, je refuse. Après, si le str pose de l'email, regardez, ici, celle-là, si le dernier point est avant l'arrobas. Ça veut dire que je dois avoir quelque chose, arrobas, quelque chose, point, quelque chose. Si le dernier point il se trouve avant le arrobas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ici, je cherche, est-ce qu'il y a un point arrobas? Je ne dois pas avoir un point juste avant l'arrobas, ni avoir un point juste après l'arrobas. J'ai utilisé ces deux fonctions. Sub str count, s'il est supérieur à 0, ça veut dire qu'il existe. Après cette partie-là, j'ai utilisé une petite fonction compare que j'ai créée. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche est-ce qu'un élément dans un tableau existe dans un autre. Allons voir cette fonction-là. Compare, elle est là. J'ai ouvert, je lui ai donné deux tableaux T1 et T2. J'ai ouvert une boucle sur le T1, une deuxième boucle sur le T2, et je lui ai dit, si tu tombes sur un T1 de I est égal à T2 de J, retourne-moi true. Ça veut dire, lorsque je l'ai appelé ici, entre le tableau dans lequel j'ai mis le split de l'email et le tableau dans lequel j'ai mis le split des caractères spéciaux, s'il me retourne true, ça veut dire qu'il a trouvé un caractère spécial dans l'email et il doit me retourner. S'il trouve l'un des cas, il me retourne un false.
S'il a fini, il me retourne un true. Ça veut dire que lorsque je fais mon setter ici, je reviens sur mon setter. Dans mon setter, où est-ce qu'il est? Je lui dis if verif mail de ça est égal à true. Là, tu peux injecter. Sinon, il ne fait rien. Vous aurez un email qui est vide. Le téléphone aussi, c'est un peu plus poussé. Verif-tel, c'est une fonction qui me traite mon numéro de téléphone et qui me retourne une chaîne de caractères correcte. Alors, si je vais sur verif-tel et je vais voir ce qui se passe là. Elle est là. Alors, mon téléphone, je peux le recevoir n'importe comment. Et je vais l'arranger de telle sorte que si il me prend, je vais le séparer de son indicatif. Le premier cas, il me retourne un téléphone correct avec 10 caractères. Je lui ajoute dans ce cas, je dis c'est un téléphone local. Nous, on est ici au Maroc et je vais lui ajouter un 212. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? C'est une fonction à laquelle j'ai donné une variable téléphone, paramètre téléphone. Dans une variable que j'ai appelée indicatif, j'ai mis plus 212. Après, j'ai créé une variable qui s'appelle telnet. Celle-là, c'est dans laquelle je vais mettre mon téléphone finalement que je vais retourner à la fin. Il est possible que mon téléphone contient des espaces lorsque je l'ai reçu. Dans ce cas, j'ai utilisé strreplace, cette fonction de traitement de chaîne de caractères en PHP. Il remplace une chaîne par une autre. Je vais lui dire, remplace-moi l'espace par rien du tout de ce téléphone-là. Alors, il va prendre le téléphone, il va enlever tous les espaces, il va le mettre dans telnet. Après, qu'est-ce que je vais vérifier? Est-ce qu'il vient de me donner un téléphone local? Je vais lui dire, utiliser la fonction strlen de cette variable-là, et je vais lui dire, est-ce qu'elle est égale à 10? Alors, la comparaison PHP se fait comme ça. Si elle est égale à 10, ça veut dire que c'est une taille correcte, elle est égale à 10. Et je vais lui dire, si ce téléphone-là, il commence par un 0. Je suis en train de vérifier les cas possibles d'un téléphone. Pour dire qu'une chaîne commence par une autre en PHP, c'est str starts avec s with, -8 ici, et là, la chaîne de caractères, et par quoi vous cherchez que ça commence. Si elle commence par un 0, la propriété, en fait l'attribut indicatif, je vais mettre l'indicatif ici qui est également à 212. Il a été initié à plus 212. Et dans mon téléphone, je vais mettre telnet correctement. Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, ça veut dire que je n'ai pas une taille égale à 10. Ça veut dire que je reçois un téléphone à l'international. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les 9 derniers caractères. Comment je peux faire ça? This.tel est égal à substr de telnet. Substr, c'est l'équivalent de substring. Je lui donne la chaîne à partir de laquelle je vais couper. Je lui donne la position à partir de laquelle je vais couper. Et je vais lui dire la taille qu'il doit, le nombre de caractères qu'il va me retourner. Je lui dis, tu me coupes à partir de telnet, la longueur du téléphone, moins 9. Ça, c'est la position. Ça veut dire qu'il va commencer à partir de, si je compte 9 à partir de la droite, il va me retourner ça. Et je lui dis, retourne-moi 9. Après, qu'est-ce que je lui ai dit? Sur str de ce qui reste, d'abord j'ai 9 caractères. À partir de la position 0,
Dans l'indicatif, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre tout ce qui reste. Là, j'ai coupé à partir de la droite avec substring les 9 derniers caractères. Ce qui reste, comment je pourrais le prendre? De 0 jusqu'à la position à partir de laquelle j'ai lu ici. Là, je l'ai mis dans l'indicatif. Après, s'il me remet un indicatif avec des parenthèses, je lui dis, avec le replace, tu me remplaces les parenthèses ouvrantes. Ici, je lui dis de me remplacer la parenthèse fermante. Et ici, je lui dis de me remplacer, de m'enlever les plus qui peuvent exister. Après, c'est pour ça, celle-là, je ne pouvais pas le faire, mais moi, je l'ai fait par précaution, on ne sait jamais. Je l'ai enlevé, puis je l'ai remis juste au début de l'indicatif. Alors ça, c'est pour traiter, tout ça, c'est pour traiter l'indicatif. Et après, dans l'attribut indicatif, this flèche indicatif est égal à la variable, après l'avoir traité, ça veut dire, je prends tout ce qui est avant les 9 premiers caractères, j'enlève les parenthèses ouvrantes, les parenthèses fermantes, j'enlève les plus, j'ajoute un plus juste au début de l'indicatif et je le mets dans l'attribut. D'accord? Alors ça, c'est une méthode qui agit sur l'attribut téléphone et l'attribut indicatif. Très bien. Alors ça, c'était un rappel pour que vous puissiez voir comment, en fonction des traitements de chaîne de caractères. Alors, et après, ici, dans la fonction get, ce qui va me retourner, c'est this. Ça, il me retourne indicatif point. Alors ça, regardez ça. Qu'est-ce qu'il me retourne? C'est des points indicatifs concaténés. Ça, c'est de la concaténation avec le téléphone. Il met l'indicatif au début et il me rajoute le téléphone que j'avais traité tout à l'heure. Alors tout ça, c'est pour médiateur et messétaire. Je viens de reprendre tout ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Alors, tout ça c'est très bien. Maintenant, allons au traitement de données. Voilà. Je vais lui dire, quand il va remarquer que dans mon code HTML, j'avais fait une méthode post et une action, le chemin de ce fichier-là. Alors comment? Ce fichier PHP, il va recevoir tout ce qui a été écrit dans mon formulaire. C'est grâce à cette syntaxe-là. Je vais lui dire if is set de $post, ce $post, je l'utilise parce que j'ai utilisé la méthode est égal à post dans mon formulaire. De btn ajouter. btn ajouter, c'est ce bouton-là. En fait, tout ce que je suis en train de lui dire, si le submit, ça veut dire que l'envoi de données, il vient de ce bouton-là, il vient du clic de ce bouton-là. Parce que je peux avoir dans le même formulaire plusieurs boutons submit. Je peux avoir un grand formulaire et dans lequel j'ai plusieurs boutons qui font plusieurs traitements. Et là, pour lui dire que c'est ce bouton-là qui m'envoie des données, c'est ce submit-là qui m'envoie des données, je fais cette condition-là. If is set de $post de btn ajouté. N'oubliez pas de mettre les crochets et de mettre le name. Parce que lorsque vous sortez d'un formulaire HTML, qui est un formulaire d'ailleurs client, interprétable dans le navigateur, et vous allez sur le serveur il utilise des propriétés name. Parce que cette btn ajoutée, si je vais sur HTML et dans le bouton submit ici, regardez, où est-ce qu'il est? Ben, il a pris ce name là, btn ajouté.
On travaille avec la propriété name. Je reviens. Après, si je veux récupérer les informations qui étaient dans les zones de texte du formulaire, comment je fais? J'instancie un objet qui s'appelle employé avec cette syntaxe-là. $employé est égal à new person, ma classe. D'accord? Et ici, $employé point setID, la petite méthode qu'on avait fait tout à l'heure, qu'on avait vue. Et comment je récupère ce qui était dans le text box de l'ID qui s'appelle, la propriété name était txt_id person, c'est comme ça, c'est $post, j'ouvre le crochet et je mets entre deux guillemets le name de la zone de texte qu'il va recevoir, je ferme le crochet et ça c'est le setID, les parenthèses de setID. Je fais la même chose pour le nom, pour le prénom, pour l'email, regardez, j'utilise que les CTL, je n'accède pas directement à ma. Pourquoi? Parce que dans le CTL, j'avais fait des petites vérifications à droite et à gauche. Le téléphone, et ici, la date de naissance aussi, je l'ai récupéré. Maintenant, j'ai mon objet qui est plein, ça veut dire mon objet qui contient les informations qui sont venues à partir de mon formulaire de saisie. Alors, voilà. Une fois que cet objet-là est rempli, comment je pourrais faire un insert into la table personne dans ma base de données qui est distante, dans un autre serveur. Ici, j'ai un serveur de base de données SQL et un serveur PHP dans le même poste. Alors voilà la syntaxe pour le faire. Alors pour accéder aux données, il y a deux objets qui sont connus. Le premier objet, c'est MySQLi. Le deuxième objet, c'est PDO. Alors, après une petite gymnastique, on avait trouvé tout l'objet PDO. Hein, il est plus équipé en termes de méthode. Ça nous a arrangé. On l'a adopté. Mais dans l'affichage de la liste des employés, on va utiliser en fait l'objet MySQLi pour vous entraîner avec les deux objets de connexion de base de données. Il faut savoir une chose. C'est que lorsque vous programmez avec n'importe quel langage, PHP, ASP ou autre, tous les langages qui se respectent de quatrième génération, ils ont des objets, des classes d'objets dédiées au traitement de données de base de données. Il suffit de savoir comment se connecter à une base de données, comment se connecter à un serveur, comment accéder à une base de données, et quel objet vous permet de faire des requêtes, soit des insert, des delete ou autres, ou des select. Il nous faut ce matériel-là, avec des petites méthodes qui vous permettent de récupérer un flux select, de récupérer un scalaire par exemple, qui est un select count, ou autre. Nous allons un petit peu utiliser un peu de tout. Alors je reviens, ça c'était pour le TP dernier, TP précédent. Qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait, regardez, que lorsque moi je me mets là, je suis en train de travailler manuellement. Ça veut dire que j'ai ouvert mon serveur, j'ai cliqué sur cette DB-code, GCOM, ma base de données qui s'appelle GCOM, je suis allé sur cette table et j'ai fait un select étoile from le nom de la table. Ça veut dire que cette opération que je viens de faire à la main, il faudrait que je sache la faire avec un programme externe. Pour le faire, je reviens. J'ai besoin, moi j'ai créé des variables, comme ça je n'écris pas trop dans la chaîne de connexion. Il me faut une chaîne de connexion pour ouvrir un canal vers le serveur et puis vers la base de données, pour que je puisse accéder à cette table et pour faire des requêtes. Je reprends. Alors, j'ai créé, il me faut un nom de serveur, il me faut un utilisateur, il me faut un password, il me faut un nom de base de données pour que je puisse accéder à ma base de données. Alors, comment je peux les voir ici? Vous me dites ici.
Ici, si je clique sur database, connecte sur database, regardez qu'il me dit le hostname, il me donne une adresse IP, il me donne un port, il me donne le username, il me donne le password ici. D'accord? Alors je n'ai pas de password, mon adresse IP c'est l'adresse du serveur, je peux toujours mettre le localhost. D'accord? Username c'est root, le port c'est celui-là, et la base de données, il s'appelle, comment il s'appelle? Jeton. D'accord? Alors on y va. Je vais lui dire de faire ça. Alors dans le username, dans le server name, j'ai mis localhost. Je pouvais mettre l'adresse IP, l'adresse IP du serveur. Dans le nom d'utilisateur, MySQL, c'est root. Il n'y a pas de password, je mets vide. Et le nom de la base, j'ai mis jeton. Et après, je rentre à la syntaxe, qui est propre à MySQL. Si vous allez sur C#, vous allez trouver la chaîne de connexion, il s'écrit de telle façon. Ça veut dire qu'il faut respecter la norme d'écriture. J'ai fait un try pour gérer les exceptions et j'ai ouvert une accolade ici. Dans cette variable-là, que j'ai appelée $call, c'est celle-là qui sera ma chaîne de connexion à MySQL. Est égal à new PDO. C'est le premier objet avec lequel je peux me connecter à une base de données. Alors, je reprends. Cette variable-là, je vais mettre toute ma chaîne de connexion. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de l'objet. Ici, on utilise l'objet DPO, PDO plutôt. Alors, est égal à new PDO. C'est une classe. Je lui spécifie le type de serveur qui est MySQL. Je fais host. Je lui donne le server name. Regardez, dans mon server name, j'ai mis localhost. Je pouvais écrire localhost directement ici. Après, il y a aussi, alors je mets un point virgule ici. Vous voyez, faites attention à ça. Un point virgule. Là, c'est une seule chaîne de caractères entre deux guillemets. Vous voyez là? C'est une seule chaîne de caractères. Là où il y a le server name et il y a dbname. dbname, ça c'est pas le paramètre là. Ça c'est nom de la base, par exemple. Ici, je fais nom base. Puisque j'écris des bêtises. Je reviens. Par exemple, je l'appelle nom base. Dans ce cas, je vais mettre dans dbname, je vais mettre nom base. D'accord? Ici, je vais mettre par exemple nom serveur. Et ici, je prends ça et dans la propriété host, je mets nom du serveur. D'accord? Ici, username, ça c'est une variable, je peux l'appeler comme je veux. Alors j'ai besoin du paramètre comme ça, le type de serveur .host, le nom du serveur qui est localhost. Dans dbname, ça c'est un nom propre à ce PDO là. Je mets le nom de ma base de données ici. Après je lui donne l'attribut username qui est égal à root et dans password qui est égal à rien du tout. Là, ici, je viens d'alimenter, alors tout ça, hein, il est dans la même ligne, c'est juste, si vous voulez, il est dans la même ligne, et vous fermez la parenthèse et je vous mettez un point virgule. Chose à laquelle il faut faire attention, en fait, c'est ce point virgule. Et là, on a des virgules par rapport à votre chaîne de caractères.
Alors, ça c'est pour gérer les erreurs. Ça c'est ma chaîne de connexion, cet attribut, DPO, error mode, DPO, error mode exception. Ça c'est pour que je puisse récupérer les exceptions SQL qui peuvent m'arriver. Pour plus de qualité de code. Moi je l'ai pris tel qu'il est, ce code-là. Et je commence à faire mon travail. L'essentiel, c'est que moi, je me suis connecté à ma base de données. Il faudrait que je vérifie est-ce qu'il y a déjà un employé avec un ID qui est égal à celui que je suis en train d'ajouter. Pour éviter quoi? Pour éviter que SQL me dit le doublant sur la clé primaire. Il faut que je vérifie est-ce que cet ID-là existe déjà dans ma table. J'ai créé une chaîne ici que j'ai appelée, une chaîne de caractères que j'ai appelée $SQL, dans laquelle j'ai mis un select count de ID person from person where ID person est égal à employé flèche get ID. Je lui ai dit, remarquez que j'ai instancé mon objet, il est plein, je vais chercher est-ce qu'il y a déjà un ID personne qui a la même valeur que celui que je veux injecter. C'est une fonction, en fait ce select là, il va me retourner quoi? Il va me retourner le nombre de lignes. Il va me retourner un scalaire. Je vais voir comment, avec le PDO, comment je peux récupérer la valeur d'un scalaire. Il me donne un chiffre, et non pas un flux SQL. Le select count, il me retourne une valeur, et non pas un flux SQL. J'ai créé une variable STH avec cette syntaxe-là de prépare de la requête. Et je fais un execute ici, STH flèche execute. Et après, j'ai créé une variable NP qui va contenir quoi? La valeur retournée par cette requête-là. Alors, je fais un prépare, puis je fais un execute, puis je fais cette variable-là, flèche fetch colon. Et là, j'ai récupéré, grâce à ces trois instructions, j'ai récupéré la valeur du count ici, dans cette variable NP. Ne vous compliquez pas la vie avec l'accès aux données, il faut trouver la bonne syntaxe pour accéder à la donnée, récupérer du flux ou récupérer une seule valeur retournée par votre flux. Clair? On y va. Je récupérais cette valeur-là, vous pouvez reprendre la syntaxe, de toute façon le code vous l'aurez dans le commentaire. Et je lui ai dit, si ce nombre est supérieur à 0, ça veut dire que j'ai déjà un ID employé qui est déjà dans ma table, je dois afficher echo, c'est pour afficher risque de doublant sur la clé primaire, insertion impossible. Vous pouvez mettre le code, l'affichage que vous voulez. Ben sinon, si ce nombre n'est pas supérieur à 0, ça veut dire qu'il n'existe pas. Je vais faire l'insert dans ma table. Mais allons voir comment je peux faire un insert avec PHP. Toujours une requête, une chaîne de caractères que j'appelle $SQL, dans laquelle j'ai mis un insert into personne. Tout ça, c'est de l'SQL. Jusque-là, c'est de l'SQL. Insert into personne, les champs, entre parenthèses. Il faut que vous sachiez comment utiliser SQL. Values. Et là, je concatène avec le getID. Je concatène après, ça les points, c'est pour la concaténation, virgule. Je concatène avec un apostrophe puisque le nom c'est une chaîne de caractères, il faut la mettre entre deux apostrophes.
Après, je concatène le détenant. Je concatène avec l'apostrophe fermante, la virgule et l'apostrophe ouvrante pour ce qui reste. Le prénom, la même chose. Pour la date, je fais date time, créate format, day, year et ainsi de suite pour le format de tout ça. J'utilise la même fonction que tout à l'heure pour le formatage de la date. Et après, j'ajoute l'email de la même façon et j'ajoute le tel de la même façon. Après, je ferme ma parenthèse ici. Ça, c'est pour mon indicatif, il est vide. Et je ferme la parenthèse pour fermer le insert into de ma requête SQL. Et comment je pourrais exécuter ça? C'est une requête action. Elle fait un insert. Alors, pour l'exécuter, c'est comme ça. Ma chaîne de connexion con que j'avais remplie tout à l'heure, ici, où est-ce qu'elle est? Ma chaîne de connexion, là, dans ma variable connection, c'est un objet. Je lui dis, cette variable-là de connexion, flèche, exec, et je lui donne la requête insert que j'avais mis dans ma variable string dans laquelle j'ai fait tous les insert qu'il faut. Alors ne croyez pas qu'au premier coup qu'on avait fait cette requête-là, hein, on avait des apostrophes au moins, des virgules qui manquaient, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on avait construit cette requête d'une façon propre. Il faut savoir le principe, c'est que la concaténation est se fait avec ça. Tout ce qui vient de ma classe, je le mets comme ça. Tout ce qui est SQL, je le mets entre deux guillemets pour compléter ma requête insert correctement. Pour exécuter cette requête insert, je récupère, je fais le nom de l'objet connection que je viens de créer, l'objet PDO, plutôt flèche, -6 supérieur, exec de SQL. Et là, il fait l'exécution de la requête insert à l'intérieur de la table de la base de données. Et ce que je veux, c'est que lorsque j'enregistre et j'injecte, je voudrais rediriger ce formulaire vers ma liste de personnes, ma liste d'employés. Alors pour rediriger d'une page à une autre, vous avez cette syntaxe-là, vous créez un header avec cette syntaxe-là, un deuxième header avec cette syntaxe-là dans lequel vous mettez le chemin, ici j'ai mis que le nom de la page PHP sur laquelle je veux aller parce qu'il est dans le même dossier que le fichier PHP sur lequel je suis. Sinon vous mettez, si vous êtes dans un autre dossier, vous mettez le chemin relatif à ce fichier-là. Et après l'exit pour sortir de tout ça. C'est pour gérer un petit peu la mémoire. Après, vous savez que ici, tout ce try-là, tout ce code-là, je le mets dans un try, regardez, qui finit ici. S'il y a exception, que ce soit dans la connexion, que ce soit dans le insert, ou que ce soit dans autre, si j'ai une exception, je peux la récupérer. Et c'est une exception, regardez, DPO, hein, c'est une exception propre à l'accès aux bases de données. Parce que les exceptions, elles sont de plusieurs types. Il y a l'exception de type, l'exception de valeur, l'exception de nul. Il y a énormément d'exceptions sur lesquelles vous pouvez tomber. Là, c'est une exception. Pourquoi je fais sur la catch? Pour ne pas laisser SQL me retourner ses propres exceptions. Il faudrait que j'aide quand même mon utilisateur qui utilise mon fichier PHP pour que je puisse lui donner un message qu'il arrivera à lire. Le message que je veux lui afficher. Alors, le catch DPO exception, ça c'est comme si j'avais déclaré une variable $E qui contiendra cette exception-là. Le catch PDO exception, c'est une exception, je répète, d'accès aux données. J'affiche, par exemple, connexion impossible. La connexion a échoué.
la connexion a échoué et j'ai concaténé le E flèche get message. Ça c'est pour toi, le développeur. L'utilisateur, il sait que la connexion a échoué, et toi, quand tu lis ton message, il te donne le message SQL, le message qui est retourné par MySQL dans ce get message de cette variable de type DPO exception. Il ne faut pas oublier une chose, c'est lorsque vous vous connectez à une base de données, vous avez ouvert un canal, sachant qu'il y a simultanément des centaines d'utilisateurs de votre application web qui se connectent à votre serveur MySQL. Et le serveur MySQL, c'est comme si vous ouvrez une porte. Il y a un certain moment, lorsque plusieurs connexions sont ouvertes sur le même serveur, il plante. Chaque fois que vous ouvrez une connexion, vous exécutez une requête, vous faites du select, du insert, du update, du delete ou autre. Une fois que c'est fini, il faut fermer la connexion. Il faut fermer cette connexion. D'accord? Alors pour fermer la connexion, c'est cet objet-là. J'y mets nul. Je mets nul dans ma variable de DPO que j'avais utilisée. Et là, il coupe cette connexion pour libérer la place à d'autres programmes qui vont se connecter au niveau du serveur de base de données. Il faut faire très attention à cette partie-là. Alors, jusque-là, voilà ce qu'on avait fait. J'avais un formulaire, j'ai ajouté, regardez, j'ai ajouté Slimani 2 par exemple, Slimani 2, je vais ajouter, hop, il vient de l'ajouter, il a fait le travail et il m'a redirigé vers la page, c'est ce programme-là qui s'est exécuté, regardez, ce programme-là qui s'est exécuté pour qu'il me redirige sur cette page-là et vous allez voir où est-ce qu'il est, Slimani 2, il est là. Je viens de l'ajouter ici. Alors pour l'insertion, on a besoin de nous connecter, on a besoin de récupérer les données, peut-être de les instancier au niveau d'un objet de la classe, ouvrir la connexion à la base, créer la requête insert, peut-être vérifier est-ce que l'identifiant s'est répété, faire l'insertion, exécuter la requête et fermer la connexion. Et après, on avait choisi de nous rediriger vers cette page-là. Alors, cette page-là, comment elle est construite? Dans le formulaire, on avait fait le choix pour séparer tout ce qui est UI, interface, en HTML, du code de traitement qui était PHP, qui était à l'aise, tranquille. C'est le formulaire qu'il appelle, il l'exécute, il insère et puis il redirige vers cette page-là, qui est une page complètement PHP. Alors, à votre avis, si je veux afficher la liste de données, dans cette page-là, il me faut une requête select. Et il me faut construire un tableau avec des entêtes de tableau ici. D'accord? Et à chaque fois que je trouve une ligne dans ma table, il faudrait que je construise un TR dans lequel je vais mettre des TD. Et dans chaque TD de ce TR, je vais mettre la valeur retournée de ce row, de cette ligne, résultat de select. Ça veut dire que moi, lorsque je fais un select étoile from personne, j'ai un flux. J'ai combien de lignes? J'ai une dizaine de lignes. Il faudrait que je sache quel objet contiendra ce select et comment je peux le lire ligne par ligne, soit avec un for, soit avec un while, soit avec autre chose. Clair? Alors, je vais aller voir ce code-là.
Ça, c'est le code qui va me servir pour afficher l'ensemble des lignes. Alors, je reprends. Moi, ce que je veux faire, c'est que ici, j'ai créé une div avec Bootstrap et ainsi de suite, et j'ai créé un input type button que j'ai appelé BTN nouveau, c'est celui-là. Celui-là. Alors tout ça c'est du PHP. Hein. Tout ça c'est du PHP. Et dans PHP, j'ai fait un écho pour écrire du HTML. Tu fais HTML, 8, le méta char7 égale à UTF-8, c'est pour éviter les petits soucis du E accent aigu, le C avec circonflexe et tout. J'ai mis une balise title, liste des employés. J'ai appelé le fichier de Bootstrap et j'ai créé une petite méthode de recherche sur laquelle je vais revenir en JavaScript. Après, je fais un body et un input type button qui s'appelle BTN nouveau. Et ici, j'ai fait un clic, c'est une redirection, mais cette fois en JavaScript. Ça marche? C'est une redirection. Et cette fois en JavaScript, pour rediriger en JavaScript, c'est windows.location. Et vous mettez le chemin de la page HTML. Alors ces anti-slash, on l'avait mis pourquoi? Pourquoi on avait mis ces anti-slash ici? Pour gérer ce conflit de guillemets et d'apostrophes. C'est ça? Alors je mets un anti-slash ici et un anti-slash là pour les deux, avant les deux guillemets. Après, j'ai créé un label dans lequel j'ai mis recherche, un input type texte qui s'appelle txt recherche et on input, ça veut dire au moment où je saisis, je vais appeler la fonction recherche. Je reviens dessus tout à l'heure. Moi, je continue maintenant sur la liste par défaut de l'ensemble des employés qui viennent de la classe, qui viennent de la table personne qui est dans MySQL. Alors j'y vais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une table avec un ID qui s'appelle list. J'ai créé une petite trace ici dans laquelle j'ai fait des TH. C'est pour l'entête des colonnes. Là où je vais trouver, je viens de créer ça en fait. Ça, ID, nom, prénom, et ainsi de suite. La table. Alors, ce table border et ainsi de suite, ça c'est c'est par rapport à Bootstrap. Et j'ai écrit le premier TR. D'accord? Ça c'est mon écho. Le premier écho, il construit le label, le bouton, la zone de texte, le tableau et les TH. Après, il faudrait que j'affiche l'ensemble de mes données qui est dans cette table-là. On s'est mis d'accord qu'il fallait se connecter à ma base de données, faire un select étoile à partir de la table et pour chaque ligne de ce flux SQL, construire un PR dans lequel mettre des TD qui contiendront les valeurs de chaque colonne de la ligne en cours. Alors, comme tout à l'heure, j'ai fait le database name, et cette fois, je ne vais pas travailler avec l'objet PDO,
je vais utiliser l'objet, le deuxième type d'objet, pour me connecter à une base de données qui s'appelle MySQLi, qui est en général natif à MySQL et serait plus léger, plus rapide. Moi, j'ai préféré utiliser MySQLi ici. Pourquoi? Parce qu'il est natif. Ça veut dire qu'il reconnaît MySQL. Ça veut dire qu'au moment... Moi, je ne veux faire que de l'affichage, du listing. Et en général, parce que vous faites une insertion, c'est que vous envoyez une ligne à la fois. Vous envoyez un enregistrement. Mais lorsque vous voulez afficher, vous ne savez pas combien de lignes vous avez dans votre table. Et dans les vidéos qui vont suivre, on va faire ce qu'on appelle la pagination. Ça veut dire que vous ne pouvez pas afficher la liste des milliers de lignes. Vous les séparer, par exemple, 70 par 70, comme vous voyez sur Gmail et ainsi de suite. Vous voyez la petite flèche qui vous permet d'aller d'une page à une autre. Prenez lot par lot et vous affichez au niveau de votre grille. Pour ne pas alourdir et le visuel, pour ne pas aller à chaque fois sur le curseur, et pour que vous puissiez travailler, en fait, charger des données lot par lot et non pas la totalité en même temps pour gagner un petit peu de temps de réponse. Alors pour mon affichage, moi j'ai choisi d'utiliser l'objet MySQLi. Alors j'ai ouvert la connexion. Alors la connexion s'ouvre comme ça, regardez. C'est plus facile, le nom du serveur, le username, le password et le nom de la base de données que je viens d'enregistrer ici, d'affecter à des variables. Et je commence. Pour la gestion de l'exception ici, elle est un petit peu différente. Je fais cette variable connect error, et là je lui dis d'afficher connexion non établie, et j'affiche flèche connect error. Ça veut dire que s'il y a un problème de connexion, il va m'afficher le message correspondant. Sinon, cette variable-là, char7 de ça c'est pour utiliser la balise méta qui me permet d'éviter les problèmes qui reviennent par des accents et autres. J'ai créé une variable SQL dans laquelle je fais un select étoile from la table personne. Après, comment je pourrais l'exécuter? J'ai mis une variable ici, regardez, qui est la connexion flèche query de ce select là. D'accord? Et j'ai utilisé une petite variable qui retournera le nombre de valeurs. Comment ce résultat là, si je veux retourner le nombre de lignes offert par ce select, je fais MySQLi, ça c'est des noms réservés. MySQLi-num-rows du select étoile. Il me calcule le nombre de lignes retournées par une requête select. Alors, s'il est supérieur à 0, c'est pas la peine. Si ce nombre est supérieur à 0, vous pouvez ne pas faire ça. Mais moi, je suis un peu superstitieux. Je dis, c'est pas la peine de faire tout ça s'il n'y a aucune ligne. Alors, si ce nombre est supérieur à 0, je fais, ce qui m'intéresse ici, c'est comment je pourrais faire le tour de l'ensemble des lignes et de les mettre dans des TD. Je fais while, une variable que j'ai appelée row, est égale à résultat. Résultat, c'est le select étoile dans laquelle j'ai mis. Résultat, c'est ça. Il est où, résultat? Résultat, où est fait là où il y a con.query de la requête. Ici, je fais row pour que je puisse lire ligne par ligne. Je lui dis tant que dans une variable résultat flèche fetch
Asos. Vous la lisez comme vous voulez. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je lui dis tant que le fetch, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit tant qu'il y a une ligne après la ligne où tu es. Tant que tu peux trouver une ligne après, fais-moi ça. Clair? Tant qu'il y a une ligne à fetcher, à attraper, fais-moi ce truc. Qu'est-ce que je lui dis? Tant qu'il y a une ligne, voilà ce que tu vas faire. Ça, c'est du echo pour écrire du HTML. Regardez, echo. Je crée une trace de là à là. Ouais. Et je fais dans le premier TD qui est le numéro, HTML spécial chars de row, celui-là. Et là, je fais le champ de l'ID. Je le concatène, ça c'est du PHP. Ça c'est du HTML. Je l'ai mis entre deux guillemets. Après, je fais ça. Concaténé avec ça. Après, HTML spécial chars. Je crois que j'ai utilisé ce spécial chars grâce à ça en fait. À ce char set. Pour qu'il me prenne des données, même s'il contient des accents, graves, aigus, arrobas ou autres, il me les retourne telles qu'elles sont. Il ne me fait pas de problème. HTML spécial chars. Dans la deuxième colonne, il me met le nom. Dans la troisième colonne, le prénom. Dans la quatrième, la cinquième et la sixième, il me met le téléphone. Regardez. Il me ferme la TR. Alors, autant de lignes qu'il va me trouver au niveau de ma table, il me créera autant de TR. Sachant que lui, comment il connaît ce ID personne, ce nom et ce prénom, ce row, il vient d'où? De résultat, et le résultat, il est déjà construit. C'est une requête qui me retourne les en-têtes de colonnes qui sont reconnues, l'ID, le nom, le prénom, et ainsi de suite, et les valeurs qui seront là. Alors, quand je lui demande de me retourner ça, il le reconnaît automatiquement. Il connaît quelle colonne il doit me retourner. Alors, while row égale à résultat fetch à soc, et à chaque ligne, je crée un TR avec PHP, avec la syntaxe de concaténation, et je fais à l'intérieur du TD, et dans chaque TD, je retourne la valeur de l'identifiant, du nom, du prénom, et ainsi de suite. Et après, si j'ouvre la connexion avec SQLi, après avoir fini avec ce while, d'accord, et à l'extérieur, lorsque j'ai fini tout le travail, qu'est-ce que je fais? Si vous ouvrez avec SQLi, vous faites votre variable connection flèche close. Avec l'objet que je viens d'utiliser, le PDO, je fais la connexion, reçoit nul. Si j'ouvre avec SQLi, je la ferme, en fait je la libère avec la méthode close pour fermer ma connexion. Tout ça, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait ça. Il fait cet affichage-là des données. Maintenant, je voudrais faire... Mes données sont là, sur mes clients. Je voudrais faire de la recherche dessus. Pour que ça soit plus rapide, je vais faire une recherche avec JavaScript. Et si vous ne savez, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les objets DOM et création de tableaux et d'objets DOM avec JavaScript, il faut aller voir les vidéos de la playlist JavaScript et jQuery, c'est ça. Si je tape par exemple D, il m'affiche là où il trouve du D au milieu, à la fin ou à l'intérieur de n'importe quel champ, de n'importe quelle colonne. Il me l'affiche. Si je fais par exemple 156, tous ceux qui contiennent 156, ils sont là. Si je mets par exemple ici 2,
j'ai du 2 partout. Si je mets par exemple 2021, il n'y a pas de 2021, j'aurai rien. Et à chaque fois, pour ne pas aller au serveur et revenir, il faudrait que je gère ça avec du JavaScript. Alors l'événement que je suis en train de faire ici, que vous voyez là, l'événement que vous voyez là, on va le retrouver. C'est cet événement-là. Si je reviens sur mon HTML au début, où est-ce qu'il est? Il est là. Le on input. Lorsque vous tapez quelque chose, vous êtes en train d'exécuter l'événement JavaScript on input. Qu'est-ce que je fais dans le on input? J'appelle ça. J'appelle la fonction JavaScript recherche de this.value. Ça veut dire qu'il cherche la valeur saisie dans l'objet texte. Allons voir cette fonction pour en finir. La fonction JavaScript, elle est dans la balise head. Je fais du script language égale à JavaScript dans la balise head. Et je vais lui dire recherche de critères. Finalement, cette fonction, qu'est-ce qu'il va faire? 1. Il va récupérer l'objet table qui s'appelle list, getElement by ID de list. Elle s'appelle list, ma table. Je l'ai mis dans une variable ici. Après, au début, je vais cacher toutes les lignes de cette table-là, sauf les TH. Je vais cacher toutes les lignes, sauf les TH. Pour le faire, je fais une boucle de i est égal à 1. Pourquoi 1? Pourquoi je n'ai pas commencé à 0? Pour éviter l'entête, celle-là, pour ne pas enlever ça. Je commence à cacher à partir de là. Je lui dis à partir de 1 jusqu'à tab.rows.length. Ça c'est quoi? C'est le nombre de lignes, le nombre de TR qui sont dans la table. Et plus. Et table.rows de i.style.display est égal à no. Cette instruction-là, il va cacher chacune de ces lignes-là, sauf les TH. Parce que le rows, il contient les TR et les TH. Moi, je lui dis de commencer à partir de la première position. Après, qu'est-ce que je vais lui dire? Si le critère est vide, ça c'est pour gérer le fait que lorsque je tape quelque chose ici, il m'affiche, lorsque je rien, il m'affiche tout. Ici, je lui dis, si le critère est vide, est égal à 0, alors tu m'affiches tout. C'est la même boucle que tout à l'heure, sauf que ici, dans display, au lieu de known, j'ai mis tab-row et il m'affiche toutes les lignes. Sinon, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire la chose suivante. Lorsque tu tombes dans n'importe quelle colonne du tableau, et n'importe où dans cette colonne, ça veut dire si je tape D, il va chercher dans toutes les colonnes. S'il y en a une qui contient un D au milieu, au début ou à la fin, il va m'afficher ce TR, ce row. Voilà. Le for, c'est la même for. Et je lui dis si tab.rows de i.cells de 0.inner.html .to lowercase .include critère.to-lowercase. Et je vais faire cette instruction pour toutes les autres. Je lui dis, si tu tombes sur une ligne dans la première colonne, .inner.html pour connaître le contenu de ce TD, ça, il cherche la première TD.
de la ligne, tu le transformes en minuscule pour qu'il ne crée pas ce conflit de majuscule minuscule et transforme tout en minuscule. Point includes, il contient quoi? Ce que j'ai écrit dans le critère, point to lower case. Il met le premier en minuscule, le deuxième en minuscule, il cherche est-ce que le premier existe dans le deuxième. Or, la même chose pour la cellule 1, 2, 3, 4, 5. Chaque fois, il me cherche ça. Il le transforme. Remarquez que le lowercase, il marche même pour les entiers tout à l'heure, ici, et même pour les dates. La date, elle est considérée comme string. Il va la chercher. Grâce à ce format qu'on avait utilisé tout à l'heure. S'il trouve que il y a une de ces conditions, j'ai mis un or, il me retourne tab.rose de i.style.display est égal à tab. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. J'ai caché toutes les lignes et je me suis en train de chercher si la valeur saisie dans ma zone de recherche, il existe dans l'une des colonnes de cette ligne-là. S'il trouve que c'est ça, il m'affiche. Il m'affiche la ligne cachée. Et cette opération, elle se fait à chaque fois. Où est-ce qu'elle est? À chaque fois que je tape quelque chose. Que ça soit, je supprime une lettre, ou j'ajoute une lettre, ou autre. Ce qui se passe, c'est que lorsque je tape D, il a exécuté la fonction recherche de D. Je tape DA, il m'a affiché recherche de DA. Si je mets rien, il m'a affiché recherche de rien et il a fait afficher tous les éléments de mon tableau. Après, si je clique sur ajouter un employé, c'est grâce à cette instruction-là, le on-click avec cette syntaxe-là, qui me permet de revenir sur le formulaire et de l'initialiser. Et grâce à ça, j'avais un formulaire ici dans lequel j'ai mis des noms, des prénoms et j'ai mis ça, j'ai mis un email, j'ai mis un téléphone et si je fais un doublon, il va m'afficher ça, risque de doublon sur la clé primaire, insertion impossible. On va améliorer ça peut-être la prochaine fois. Et si je mets des valeurs qui n'existent pas dans l'ID, il va me l'ajouter, va me rediriger vers ça, et je me retrouve avec, où est-ce qu'il est? C'est celui-là que je viens d'afficher. Si je veux revenir sur le formulaire, je clique ici, et je reviens dessus. Voilà, à la prochaine vidéo.